19h45 sur BB24. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. Ce 22 octobre est désigné Journée mondiale de l'énergie, une date symbolique pour encourager l'énergie pour tous, car l'un des enjeux majeurs de demain est d'offrir l'énergie au plus grand nombre d'habitants sur la planète. Ce mois d'octobre est consacré à la valorisation, à la promotion des produits locaux. Pour encourager le consommer local, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a offert un cocktail dînatoire 100% Made in Bénin aux diplomates. Les détails à suivre. Et puis, pour la gestion durable des forêts du bassin du Congo, les acteurs de la filière forêt-bois du Cameroun travaillent à mettre sur pied une cartographie des métiers de la chaîne agricole en matière de déforestation. Offrir l'énergie au plus grand nombre d'habitants sur la planète, c'est l'un des défis majeurs de demain. Les dirigeants des États et des organisations internationales le savent et y travaillent ardemment. Ce 22 octobre, date dédiée à la célébration de la Journée mondiale de l'énergie, l'occasion est propice pour rappeler le rôle significatif des énergies renouvelables face aux problématiques énergétiques. L'énergie renouvelable, une énergie propre et moins polluante, Nadège Omoladi-Soni nous en parle davantage. Plus d'1 milliard de personnes sur les 7 milliards que compte la planète n'ont pas accès à l'énergie. Un gap encore plus exacerbé dans les pays en voie de développement. Et pourtant, depuis plusieurs années, des stratégies sont mises en place pour doter les États d'infrastructures énergétiques et mettre l'énergie à la disposition des populations. Au Bénin, même si le taux de couverture n'est pas encore de 100%, le secteur de l'énergie a connu plusieurs avancées. Le renforcement de la couverture nationale, c'est en cours, il y a de gros projets avec des financements que nous connaissons. Il y a également la stratégie pour faire le mixage à partir des énergies renouvelables. Il y a près de 100 MW qui seront injectés d'ici l'année prochaine sur le réseau de la SBE. Nous avons également de vastes opérations qui sont lancées sur le hors-réseau, construction de mini-réseaux, de mini-centrales, distribution de kits solaires. Et il y a beaucoup de ces programmes qui sont lancés, qui sont en cours. Avec le vote du nouveau code de l'électricité en février dernier, qui a prévu des dispositions tant pour l'électricité conventionnelle que pour les énergies renouvelables, la voie est désormais ouverte à l'investissement privé national et international. L'année dernière, on a lancé le marché régional de l'énergie à Sud-Ao, sous l'égide du WAP, West African Power Pool. Il y aura de grands réseaux interconnectés sur la sous-région. Il y aura de grandes puissances de production d'électricité, soit au thermique ou l'énergie renouvelable qui seront injectées, dont les pays vont s'échanger l'énergie. Je pense que l'avenir donne de l'espoir. Et pour un développement durable, à la place du pétrole qui fait partie des énergies polluantes, au même titre que le nucléaire, il importe aujourd'hui de prioriser les énergies renouvelables, gage de la préservation de l'environnement. Octobre, un mois dédié à la valorisation et la promotion des produits locaux. 30 jours pour célébrer et encourager le consommer local à travers colloques et expositions pour vendre le Made in Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a organisé à cet effet un cocktail dînatoire dans le but de faire redécouvrir aux diplomates et personnalités accréditées au Bénin les produits fabriqués localement. C'était une soirée de découverte de la diversité gastronomique béninoise. Les détails dans ce reportage. Dans les assiettes, couverts et plats en terre cuite, plus d'une trentaine de mets locaux du Bénin émoustillent les papilles gustatives des visiteurs. Des plats traditionnels retravaillés. Ici, le consommé local a droit de citer et le Made in Bénin est la seule préférence au menu. Des brochettes de salade peule, du ragoût de patates douces, du hablo piqué, des galettes de fonio au chocolat, des brochettes d'igname au poulet, du menu fretin communément appelé en langue locale tchéké, du pain au manioc et au fonio, de lions frites et la liste n'est pas exhaustive.
Bienvenue au cocktail dînatoire qui célèbre le consommé local. C'est un voyage gastronomique à travers tous les départements de notre pays. Sur la liste des invités, des diplomates et cadres de l'administration béninoise, consommateurs privilégiés, ils dégustent et se laissent séduire par le goût particulier de cet apéritif local. C'est pas mal, mais ouf, ça arrache un peu. Hein. Mais c'est bon. C'est un produit qui est bien pensé, non seulement le contenu, mais après il y a le contenant, le packaging, etc. Niveau marketing, c'est vraiment très bien pensé. C'est quelque chose qui est pensé du début à la fin. Donc franchement, c'est le genre d'initiative qu'il faut soutenir. Encourager le consommé local permettra d'aider le Made in Benin à se faire une bonne place sur le marché international. Notre objectif, c'est de démystifier les produits qui sont faits chez nous, de montrer qu'on peut les amener très loin sur les tables même des Occidentaux et qu'ils aient les mêmes sensations en buvant nos produits comme ils boivent les produits de chez eux. Au-delà de faire découvrir les saveurs gastronomiques béninoises, l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vise aussi à mettre en lumière le mobilier en bois local fabriqué par le génie béninois. Des meubles dont la conception et le design ravivent les goûts des convives. C'est très très bien présenté, le goût y est, on peut vraiment être fier des produits locaux, des produits du Bénin. Il y a du futur, il y a vraiment un potentiel à saisir. Des produits nouveaux qui sont intéressants, qu'on va certainement mettre en vente chez nous aussi. Boire dans une calebasse ou dans une assiette en terre cuite, c'est aussi montrer que nous devons être fiers de nos traditions. Elle est vraiment impressionnée par la qualité des produits et services qui sont exposés ici grâce à l'effort de la Chambre de commerce. Elle loue cet effort et elle espère vraiment que d'autres personnes aussi auront l'opportunité d'apprécier le consommation local, les produits locaux et le Made in Benin. Octobre, mois du consommé local, mais aussi un mois pour prendre de nouvelles habitudes, celle de toujours préférer les produits du terroir dans nos assiettes et dans nos salons. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue. Et c'est les zones rurales qui s'installent. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douis Arrosouré est un agronome. Il nous parle des défis au micro de Ulvaeus Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité.
La numérotation des maisons et boutiques fait partie du processus de développement à Cotonou. L'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité et peinent à s'en servir. Qu'est-ce que donc l'adressage et quel usage peut-on en faire? Élément de réponse dans ce reportage. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonois connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. Bon, on n'a jamais pris attention pour ça, quoi. Et encore, le numéro de chez moi, je ne sais même pas. Je ne le connais même pas, en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter par rapport aux ambulances. Et vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où l'incident s'est produit. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6 points vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue là est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont lotis, mais bon, les géomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fixer sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Hors de nos frontières, à présent, il existe au Congo, comme dans presque tous les pays, une multitude d'opportunités de financement multilatéraux, mais pas celles qui doivent encourager le secteur des forêts et de l'environnement. Au regard de l'insuffisance des financements publics globaux, les acteurs travaillant pour le financement de la gestion durable des forêts du bassin du Congo veulent mettre sur pied un répertoire des métiers forêt-bois. Pour quelles raisons? Élément de réponse dans ce reportage. 3,250 milliards de francs CFA pour contribuer à la gestion durable des forêts du bassin du Congo via le développement d'une offre de formation continue pour la filière forêt-bois dans les pays d'Afrique centrale. Ceci pour une durée de 5 ans. Nous allons permettre aux Camerounais qui sont installés dans le domaine de la transformation du bois de faire des produits de qualité. La rencontre de ce jeudi
a permis de communiquer de façon particulière avec les acteurs de la filière afin qu'ils puissent ensemble envisager les éléments de structuration et d'amélioration des modalités d'apprentissage et de valorisation des métiers du secteur forêt-bois. Nous allons également attendre d'eux qu'ils nous indiquent, parce que nous sommes en phase de construire une cartographie des métiers forêt-bois. Tous ces acteurs de la filière bois réunis permettront à la sous-région de proposer des produits de qualité à des prix préférentiels. C'est la fin de cette édition d'information sur BBV4. Vous pouvez la retrouver en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.